Merci beaucoup, Madame la sénatrice, chère Antoinette, de m'avoir invitée à faire cet exercice dont je ne sais pas tellement quelle est l'attente, mais comme j'ai écouté les tables rondes, je vais essayer de dire d'où je parle, ce que j'en retiens et ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir. D'où je parle, d'abord, je suis la directrice générale d'Oxfam France depuis 6 ans maintenant, et je fais partie de ce qu'on appelle la société civile engagée, et particulièrement engagée ces derniers mois, puisque, comme vous le savez, il y a eu une énorme mobilisation en juillet de toute la société civile organisée, de tout un tas de gens qui n'avaient pas forcément prévu de le faire, pour éviter que l'issue de ces élections législatives après la dissolution soit l'élection d'une majorité d'extrême droite. C'était quelque chose de viscéral pour nombre d'entre nous, et beaucoup ont franchi des caps dans l'engagement qu'ils n'avaient pas fait auparavant, parce que le sentiment d'urgence était très puissant. Je dois dire à cet instant que Oxfam, qui est une organisation présente dans 80 pays, est très instruit de l'expérience de certains de nos collègues. Ma collègue brésilienne a fait partie de la liste des 100 personnalités ennemies du peuple brésilien selon les sbires de Bolsonaro. Le siège Oxfam a brûlé 3 fois. Oxfam India, qui comportait 340 salariés, en a désormais 3. Toutes les organisations qui se sont un tant soit peu opposées à Modi se sont éteintes. Et comme le dit mon ancien collègue directeur d'Oxfam, qui est maintenant le directeur d'Oxfam International, il dit qu'il y a 4 ans, Cécile, on avait une démocratie normale. Oublie pas ça, il y a 4 ans, on avait une démocratie normale. Et c'est très important de voir ce qui s'est passé dans d'autres pays pour pas être un peu surpris, ou plus exactement se dire non, c'est pas possible, non, ça peut pas arriver. Et voilà, d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est que souvent, quand on parlait de la Ve République, on disait ok, c'est pas satisfaisant l'élection des députés, l'absence de proportionnelle, mais ça évite que l'extrême droite soit au pouvoir. On a compris que pas du tout. Et au contraire, ça peut donner une majorité absolue à l'extrême droite. Donc cette société civile organisée, très mobilisée, a un petit peu la gueule de bois. Il faut se le dire, parce qu'on peut essayer de chercher les responsabilités des uns et des autres. Peu importe, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle le Front républicain, en tout cas une mobilisation très très forte pour qu'il n'y ait aucun ministre de l'Intérieur qui tienne un discours contre l'état de droit, pour qu'il n'y ait pas un ministre de l'Intérieur, et on pensait que ça pourrait être Sébastien Chenu ou je ne sais quel sbire du RN. Il se trouve que c'est un membre des Républicains, avec un Premier ministre de cette famille politique aussi. Et ce n'était pas ça l'histoire qui s'est écrite. Et ce n'était pas ça l'histoire à laquelle nous avons contribué. Est-ce que c'était évitable? Je ne sais pas. Mais on peut peut-être se dire que tout n'a pas été tenté pour éviter cette issue. Et ça crée quand même un sentiment de relative injustice, en tout cas la légitimité de pouvoir demander des comptes. Et en même temps, nous ne voulons pas être dans cette situation où on va être là pour éviter la catastrophe. Éviter de perdre, c'est quand même pas très mobilisant. Et donc, de longue date, un certain nombre d'entre nous ont commencé à avoir cette réflexion. J'ai entendu sur la table ronde politique Léa Balage dire on n'a pas tout réussi, peut-être qu'il faut qu'on se pose des questions. Nous, on sait le problème qu'on avait au sein de nos organisations, c'est qu'il y avait une très grande opposition, on va dire les choses, entre les organisations environnementales et les organisations plus portées sur les questions sociales, voire les syndicats. Une vieille histoire qui s'était d'ailleurs assez concrétisée. Maintenant, ça n'est plus le cas, mais à une époque, la Fondation Abbé Pierre était très opposée à l'interdiction des passoires thermiques en disant on manque déjà de logements et vous allez en interdire quelques-uns. Mais on pourrait multiplier les exemples. Et pour synthétiser, en gros, l'histoire, c'était vous, les écologistes, vous vous occupez de la nature, nous, on s'occupe des humains. Vous, les écologistes, vous vous occupez de demain et des générations futures. Nous, on s'occupe d'aujourd'hui et des gens vivant maintenant. C'était un peu ça, cette séparation. Et on le savait, on le vivait dans nos organisations. Et depuis maintenant plus de 4 ans, 2 collectifs qui disent quelque chose de très fort se sont créés, le Pacte du pouvoir de vivre et l'Alliance écologiste et sociale, qui ont eu aussi l'occasion de travailler ensemble. Hier, nous avions une audition commune devant la Commission des finances de l'Assemblée nationale pour dire dépassons ces enjeux-là. Comment on travaille pour dire qu'il faut changer nos moyens de transport, qu'il faudra produire beaucoup moins de véhicules neufs avec les organisations syndicales qui représentent les salariés des transports. Et là, je veux vraiment profondément faire écho à ce qu'a dit Nicolas Rouffet sur le rôle des entreprises. Je pense qu'une des autres difficultés, c'était qu'il y avait une sorte de défiance, notamment de la part de ceux qui sont dans une logique de régulation de transition, en disant on ne sait pas trop comment gérer le monde économique. Et que là, c'est ce qu'on a voulu
abordé de front. Et d'ailleurs, au moment de ces élections législatives, pour pas seulement mobiliser contre l'extrême droite, on a créé une plateforme qui s'appelle Coalition 2024, avec 16 propositions qui faisaient un accord très très large. Et donc, si on regarde le périmètre politique de ces deux plateformes, ça va de Attaque, Solidaire, Oxfam, Greenpeace, en passant par la Fondation pour la Nature et l'Homme, la CFDT et plein d'autres organisations. Donc c'est un périmètre très large de gens qui sont capables de discuter ensemble, parce que c'est ça que je voudrais dire. Je pense qu'on est un peu piégé aujourd'hui, y compris d'ailleurs si je me place comme une observatrice engagée, certes, mais comme une observatrice, entre un discours clivé en deux. Je ne parle pas ici de irréconciliable ou je ne sais quoi, mais en gros, soit vous êtes radical sur le fond, vous parlez fort et vous êtes intransigeant, soit vous essayez de ressusciter la social-démocratie en parlant poliment et en disant qu'il faut dialoguer avec tout le monde, mais sur des solutions beaucoup plus modérées. Et je pense que ces deux scénarios-là sont une impasse. Et on le conçoit chaque jour, et je le dis de l'endroit où nous nous trouvons, et là je parle profondément en tant qu'Oxfam, il y a la possibilité de faire autrement. Nous avons absolument la nécessité de porter un message très clair. Il n'y a pas d'avenir à faire renaître la social-démocratie, et je pense qu'il n'y a pas d'avenir non plus à antagoniser les uns et les autres dans un monde extrêmement bouleversé. Quand on a peur et qu'on a mal, parce que c'est la situation dans laquelle on se trouve, des conflits armés extrêmement violents au Proche-Orient ou en Ukraine, la crise climatique qui, même s'il y a un grand déni, percole à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous, eh ben c'est très compliqué quand on a peur et qu'on a mal de se faire encore plus crier dessus. Ce que tout le monde explique, quand on fait de la sécurité civile, c'est que face à un blessé, il faut être rassurant, être doux, être calme, tenir la main. Et donc, ça me semble être une nécessité. Et je le dis pour mes amis écologistes qui sont mes amis pour la vie, quand, après un incendie qui a décimé les forêts des Landes, on écrit une tribune en disant « Pas grave, bonne nouvelle, c'était une forêt plantée, on s'en fout », certes, c'est une forêt plantée. Certes, il y a plein de choses à dire sur la forêt des Landes. Mais quand elle a été plantée il y a 7 générations, ça veut dire qu'il y a 7 générations qui, depuis Napoléon III, vivent dans cet endroit, pour qui c'est l'identité, pour qui ça représente une histoire. Et on ne peut pas juste leur dire bah, « vous avez foiré, tant pis pour vous ». Et ça veut dire pour moi la même chose avec les maïsiculteurs qui irriguent. Oui, bien sûr que ça ne va pas résister face au changement climatique, mais il ne faut pas juste leur dire « chef, bien fait, vous aviez qu'à pas faire comme ça ». D'autant qu'une grande partie des agriculteurs, une grande partie de ceux qui sont engoncés dans un modèle qui est un modèle prédateur de l'environnement, ne l'ont pas vraiment choisi. On leur a appris ça à l'école. La Chambre d'agriculture leur a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire, et le Crédit agricole leur a donné énormément d'argent pour investir. Et donc, un peu de modestie et de délicatesse à l'égard de tout le monde me paraît être déjà une des clés pour avancer. Et nous appliquons cette dimension à notre travail. Comme vous le savez, Oxfam est extrêmement engagé sur la question des inégalités. Et ce que nous disons depuis des années, l'aggravation des inégalités au profit des plus riches et des hyper plus riches, ça se passe aussi chez nous. Mais du coup, très vite, si vous êtes comme ça et que vous dites maintenant ça suffit, il faut que les riches payent, on vous dit rapidement « vous n'aimez pas les riches ». Et bizarrement, même des gens qui ne sont pas du tout riches n'aiment pas qu'on n'aime pas les riches. Peut-être parce qu'ils pensent qu'un jour ils pourraient le devenir, peut-être parce qu'ils n'aiment pas qu'on n'aime pas, un peu comme le je trouve grognon, mais aussi parce que finalement, quand on a ce discours où on cherche des coupables, que ce soit dans un sens ou dans un autre, c'est pas très bon. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut évidemment une révolution de la taxation, et notamment des plus riches qui doivent contribuer. Mais alors maintenant, pardon de le dire, ce qui apparaissait un peu radical, maintenant c'est même Michel Barnier qui le dit, donc bon, on est devenu carrément totalement rattrapé par l'histoire. De toute façon, même en mettant en œuvre tous les dispositifs que propose Oxfam, qui ramèneraient quand même 101 milliards d'euros au moins de recettes chaque année, ils seraient toujours très très riches. Ils seraient toujours très, très, très riches. Et d'ailleurs, on ne se rend pas compte de leur richesse, parce qu'en gros, entre jusqu'à 10 millions d'euros, on comprend à peu près ce que c'est. Au-delà, on ne comprend pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut tracer un chemin qui, pour moi, et je ne sais pas si le nom est satisfaisant, s'appelle la social écologie. Alors, j'ai été élevée par des écologistes qui disaient « on ne peut pas dire ça, parce que l'écologie, ça inclut le social ». Certes. Et ça, c'est une autre chose que je voudrais dire. Ce serait bien qu'on parle dans un langage que absolument tout le monde comprend.
Et quand on dit écologie, les gens, ils comprennent écologie, mais ils ne comprennent pas le volet social. Quand on dit social-écologie, on dit les deux. Et on n'oublie pas la démocratie. Mais on dit clairement qu'un chemin qui veut résoudre la crise climatique sans se préoccuper de justice sociale est un chemin qui ne fonctionnera pas. Et de la même manière, vouloir se dire qu'on va trouver une solution de partage des richesses qui a besoin d'une croissance prédatrice de la nature, ça ne fonctionnera pas. Donc une fois qu'on a ce chemin-là, comment on y va ? Et je pense qu'on y va avec de la réconciliation. Et je veux le dire ici avec vraiment beaucoup de conviction, y compris quand des gens doivent être sanctionnés. Et d'ailleurs, ça marche quand on fait l'éducation des enfants. On leur explique que là, il s'est passé un truc qui ne va pas, que du coup, ils voulaient faire ça et ils ne vont pas pouvoir le faire, mais que c'est toujours notre enfant chéri et on l'aimera toujours. La réconciliation, ce n'est pas un chemin niais. La réconciliation, c'est ce qui permet d'avancer ensemble. La réconciliation, c'est ce qui permet qu'à la fin, la BPI fasse le prêt qu'on espère qu'elle fasse. La réconciliation, c'est ce qui fait que des gens qui ne sont pas d'accord sur tout arrivent ensuite à travailler ensemble. La réconciliation, c'est ce qui ne s'est pas passé en juillet après le résultat de l'élection. Et pourtant, le corps collectif français, depuis 2 fois, envoie un message très particulier. Il ne donne la majorité à personne. La Ve République est construite d'autant plus avec l'inversion du calendrier pour qu'il y ait une sorte de réplique du tremblement de terre de l'élection présidentielle. Bim, hop, il a une majorité à lui, de gens qui ressemblent un peu à des boutons d'ailleurs, et donc on leur demande de voter, ils votent parce qu'ils pensent que leur élection est due au président. Ça fait 2 fois de suite que ça n'arrive pas. Et donc ça devrait nous interroger, y compris ceux qui rêveraient d'avoir une majorité sociale écologiste hyper large qui pourrait dérouler tout son programme. Bah oui, mais de fait, c'est pas ce mandat-là qui a été donné. Donc je crois absolument nécessaire que la question de la proportionnelle soit à l'agenda d'une réforme, d'un patch de la Ve République en attendant une 6e République. Mais là aussi, les leçons internationales, et notamment ce qui s'est passé au Chili, appellent à une relative modestie tous ceux qui pensent que c'est la constituante qui permet un plus grand chemin démocratique. Ce n'est pas ce qui s'est passé, malgré l'engagement, la bravoure, la motivation et en plus le talent de ceux qui ont porté cette réforme constitutionnelle au Chili. Et cette réconciliation, c'est aussi une forme de compromis historique. Donc là, peut-être que je vais aussi dire des choses qui peuvent froisser certains, mais oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Nicolas Rouffet, et c'était la même leçon que celle qui s'est passée à Chapelle Darblay, avec les 3 syndicalistes qui ont porté le projet de reprise de la papeterie qui se trouve dans la banlieue rouennaise. Il faut laisser les entreprises faire leur travail d'entreprise. Tout n'a pas besoin d'être détenu par l'État. Il peut y avoir une place à l'investissement privé. D'ailleurs, les ONG, ce sont des organisations privées. Et nous, on a la liberté que nous donnent nos actionnaires, en gros, nos donateurs. Du coup, on peut agir librement. Simplement, il faut changer possiblement les règles du jeu.